Salut, j'espère que vous allez bien. On enregistre ce podcast de Guékédou, une ville en Guinée à 10 km du Sierra Leone et du Libéria. Donc pour rappel, on est Astrid et Mathieu, deux voyageurs à vélo sur les routes d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud. Et là, ça fait environ 1 mois et demi qu'on est arrivé en Guinée. Et donc dans ce podcast, on va revenir sur tout ce qui nous est arrivé dans ce pays, nos impressions et quand même pas mal de difficultés. On espère que ça va vous plaire parce qu'on va changer un tout petit peu le format. On va passer sur des textes un peu plus improvisés pour gagner en naturel, mais on sera très intéressé par vos retours si vous préférez le format comme ça ou le format qu'on avait avant sur les autres podcasts voyage. Et puis pour rappel, si vous êtes intéressé par les associations qu'on rencontre, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts Ceux qui agissent. C'est parti, bonne écoute. On est quelque part entre le Sénégal et la Guinée. On va passer la frontière d'ici 10 km. Et ça promet d'être trop cool, trop sympa de pouvoir changer de pays. À la frontière, c'était hyper marrant parce que côté Sénégal, on a été accompagné par le chef de village. Et en fait, il nous a un peu fait passer... on était pistonnés quoi, du coup c'est passé super vite, c'était cool. Bon, la frontière, côté Sénégal, ça s'était très bien passé. Mais après, il fallait qu'on fasse la frontière côté Guinée. Et là, on avait un peu plus d'appréhension. En fait, on nous avait dit beaucoup de choses sur les histoires de visa, notamment qu'il faudrait retourner à la capitale, que nos papiers ne suffiraient pas, enfin bon bref, on était un petit peu inquiets quand même. Et donc, on est arrivé au poste de contrôle côté guinéen. Et là, ça s'est passé super bien. Les policiers super sympas qui étaient super intéressés par notre projet. Et du coup, ils nous ont tamponné le passeport et on est reparti en étant presque potes avec eux. C'est limite si on faisait pas des photos avec eux à la fin, quoi. Alors par contre, il y a un truc qu'on n'avait pas forcément anticipé. Donc nous, on continuait à rouler sur nos vélos, voilà, tranquillement. On n'était pas loin de là où on allait à l'hôtel. Il fallait compter encore 500 mètres de route. Et là, on voit la douane. Alors nous, la douane, on n'est pas trop concernés normalement, parce qu'ils vont plutôt contrôler les bagages. On passe en espérant ne pas se faire arrêter, mais ça loupe pas. On nous dit d'aller s'adresser à la douane, d'aller voir quoi. Donc on va aller voir. Alors les douaniers c'était rigolo, hein. C'était des gars qui étaient allongés sur des transats. Donc vraiment ils étaient en uniforme, mais sur des transats qu'ils avaient amenés au boulot, en tongs. Et en fait, ce qu'on a compris un peu plus tard, c'est qu'ils étaient tous terrorisés par le chef de la douane de Sambailo, donc la ville où on était. Et du coup, il fallait absolument que, comme on était français, on aille voir le chef de la douane. C'était vraiment indispensable. Et alors là, c'était très rigolo. Alors déjà, ils nous ont emmenés voir le chef. Donc pour aller voir le chef, là c'est la pression, hein. Donc ils ont remis leur ceinturon, ils se sont bien boutonnés, tout ça pour être super présentable. Et donc ils toquent à la porte du chef. Il devait être, je sais pas, 15h peut-être. Oui, c'est ça. Et donc ils toquent, ils demandent la permission d'entrer, ils claquent un garde à vous très impressionnant. Et le chef les renvoie tout de suite en leur disant « Mais vous avez vu l'heure, c'est la pause ». Sachant que la télé était allumée. Hein. Et du coup, il a fallu attendre 1 heure que la pause se termine pour pouvoir retourner dans le bureau du chef. Donc là, nous, on a attendu avec les douaniers en tongs dans leur transat. Hein. On était un peu énervés parce que quand même à 300 mètres de l'hôtel, après une grosse journée sous le cagnard, on était vraiment fatigués. Donc là, ça nous a un peu saoulés. Et 1 heure plus tard, ils nous font revenir vers le bureau du chef. Sauf que là, le chef, il était occupé évidemment. Donc on a dû attendre, je sais plus, 1 demi-heure, un truc comme ça, encore. Oui c'est ça, on attend à nouveau, donc on attend. Et là on se rend pour la 3e fois dans le bureau du chef, et là il nous reçoit. Et là ça a vraiment été un sketch. Le rendez-vous il a duré 5 minutes à peine. Alors au début il nous a dit de nous asseoir et puis il a griffonné des trucs sur son carnet pendant qu'on l'attendait en silence dans son bureau. Et puis ensuite il nous a adressé la parole. On lui a dit qu'on était français et qu'on voyageait à vélo. Il a dit « Vous voyagez à vélo, vous ? Ah non, c'est pas possible, vous en êtes pas capable. » Alors qu'on avait déjà fait, du coup, toute la traversée du Sénégal. 3 minutes montre en main, il a pris les papiers, il a demandé à son subordonné de vérifier que les papiers étaient en règle, et il nous a laissés.
Bon, après ces histoires à la douane, on n'a plus tellement eu de problèmes. On s'est fait contrôler plusieurs fois sur la route à vélo, mais à chaque fois ça se passait super bien. Souvent on revoyait les policiers au fur et à mesure de la route, donc on devenait super potes avec eux. Donc ça s'est bien passé. Mais par contre, on a dû aller à Conakry à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour régler le passage à la frontière Guinée-Côte d'Ivoire. Et là, ça a encore été un peu compliqué. En fait, nous, ce qu'on savait pas, c'est que pour passer la frontière en allant de Guinée vers Côte d'Ivoire, il faut un laissez-passer pour tout véhicule qui rentre sur le territoire ivoirien. Quand je dis tout véhicule, ça comprend les vélos, donc nos 2 vélos. Et en fait, pour faire ces laissez-passer, il faut avoir le plus d'informations possible sur le vélo. Typiquement, on a dû fournir une photo d'identité de notre vélo. Et puis ils nous ont demandé les papiers du vélo. Alors mon vélo il doit avoir 10-15 ans, donc autant dire que les papiers ça fait longtemps que je les ai plus. Ils nous ont demandé les numéros d'immatriculation et numéros de série, donc ça on a dû... En plus on n'avait pas les vélos avec nous puisqu'on les avait laissés dans une ville qui s'appelait Mamou, chez des religieuses, donc on a dû téléphoner aux religieuses pour qu'elles regardent sous nos vélos pour voir où étaient les numéros de série. Donc bon, un peu compliqué encore une fois. Mais finalement, le monsieur a été arrangeant et on a réussi à avoir nos laissez-passer et on était quand même bien heureux de pouvoir avoir ça sans difficulté. Mais bon, à l'heure où on parle, on n'a pas encore franchi la frontière Guinée-Côte d'Ivoire, donc on vous racontera ça prochainement sur comment ça sera passé finalement avec ces laissez-passer pour les vélos. Alors ça y est, nous sommes au kilomètre 999. Il nous reste donc moins d'1 kilomètre avant d'atteindre l'étape mythique des 1000 km. On est à 999,1 exactement. Est-ce que tu as une première réaction? Qu'est-ce que tu as pensé des 1000 premiers kilomètres, Astrid? Mais écoute, j'ai beaucoup aimé. Je pense que dans les 1000 premiers kilomètres, je retiendrai plusieurs choses. Déjà qu'on en est capable, et ça c'est incroyable. Que c'est la réalisation d'un rêve... C'est hyper kitsch de dire ça, mais c'est vraiment genre un truc qu'on prépare depuis plus d'1 an et demi, qui nous tient de ouf à cœur. Et bah ça y est quoi, on l'a fait et on a déjà roulé 1000 km en entier. 999,98, 999,99 et 1000 km. Oɗo woni baben oɗo. Oɗo woni nene oɗo. Oɗo woni ɓeygu makko. Moƴƴi ka hombo mo won tokora sellu? An? Min koto sellu kan. Ha tokora sellu. Awa joni o jarama nani? Hewti kadi. Bye bye. On a donc pris la route en Guinée et ça y est, nouvelles aventures qui nous attendaient. Alors pour vous situer un petit peu, la Guinée par rapport au Sénégal, c'est une géographie très différente. La Guinée, elle est connue pour un de ces grands massifs montagneux qui s'appelle le Fouta Djallon. Alors c'est un vieux massif qui culmine aux alentours de 1000 mètres, un peu plus. Et à vélo, c'est là où ça nous intéresse, c'était nos premières vraies montagnes de tout le voyage. Et donc il y a un épisode qui nous a pas mal marqué, c'est une après-midi où on prend les vélos et là on commence, on voyait sur la courbe de dénivelé que ça serait une très grosse montée pour nous. La première vraie grosse montée et dans une partie qui paraissait un peu sauvage quoi. Et donc là on prend les vélos et la route se transforme en piste, donc sans goudron. Et donc on roule, ça monte, et en fait c'est une route qui commençait à serpenter dans la montagne, mais il n'y avait plus rien quoi, plus de village, juste quelques voitures, quelques motos qui passaient, on se sentait vraiment au milieu de nulle part. Et bon bah la journée se passe, on avance, et en fait on regarde sur notre carte, et il n'y aura plus du tout de village jusqu'au lendemain matin, donc il va falloir prendre une décision, et c'est là où on décide de bivouaquer. Et donc le bivouac, nous on n'en fait jamais, on est toujours à dormir dans les villages pour des raisons de sécurité, parce qu'on se sent mieux, et puis pour rencontrer les gens. Et donc là on s'est dit, voilà, on est sur cette montagne, on va tenter le bivouac. Et alors bah, finalement ça s'est très bien passé. Donc en fait pour ça on a regardé sur la carte, on a trouvé qu'il y avait une rivière pas très loin. Donc on est allé jusqu'à la rivière. Et là, moi j'ai pu descendre on a un espèce de gros jerrycan pliable, donc j'ai pu descendre pour remplir l'eau, parce que pour un bivouac, la chose dont on a vraiment besoin c'est de l'eau, et donc on a pu remplir l'eau à la rivière,
et planter la tente, un peu cachée de la route quand même, voilà, pour pas se faire embêter, dans des buissons, au sommet, c'était sur la crête d'une montagne, donc on avait une vue super belle sur le Fouta Djallon. Alors, et là, ça c'est quand même une des caractéristiques aussi de la Guinée, on était au milieu de nulle part, mais il y avait quand même 2 dames en train de vendre des bananes. Donc on les a prévenus qu'on était là pour la nuit, comme ça on était sûr d'avoir au moins un contact quelque part qui sait où on est pendant la nuit. Elles nous ont regardé avec des grands yeux, mais elles ont dit d'accord, pas de problème. Et voilà, c'était parti pour notre nuit. Et on a pu assister à un magnifique coucher de soleil sur les montagnes. On a cuisiné nos pâtes dans notre petit réchaud en regardant les étoiles et la pleine lune qui se levait. Et on a passé une nuit vraiment très calme, très paisible, pas de grosses bestioles à déplorer, pas du tout de personnes qui sont venues nous embêter. C'était vraiment une des plus belles nuits dans le Fouta. Et puis on est quand même pas mal équipés, donc c'était super confortable, on a même pu se doucher. Hein. Et le lendemain matin, on a décidé de se lever un tout petit peu plus tôt pour aller voir le lever de soleil. Et là aussi, c'était magnifique. Vraiment un moment magique. Ça y est, après 10 jours à pédaler, à monter en fait, des fois sur des pistes en latérite, des fois sur du beau goudron mais quand même très raide, et on est au sommet du Fouta Djallon. Donc ça a été très dur, les bagages sont lourds, hein. Mais on est très très fiers de nous là, très fiers, et il nous reste encore une 30aine de kilomètres avant d'arriver à la baie. Et là, on compte vraiment se reposer quelques jours pour se remettre de tout ce qu'on a vécu jusque-là. Du coup, il y a quand même une question qui revient assez souvent, c'est la question de l'état des routes. Et en Guinée, c'est vraiment vraiment moins bon qu'au Sénégal. Pour vous situer, nous, on fait que de la nationale. Mais alors, les nationales en Guinée, en termes de largeur, ça ressemble à une départementale en France. Bon, voilà, donc il y a moins de trafic aussi, il y a surtout des camions et des motos. Et alors par contre, en termes d'état, vraiment, on n'est pas habitué à ça, hein, parce qu'il y a des portions où il y a du goudron, et en fait, il y a plein d'endroits où ce goudron, il est complètement ravagé, raviné, il n'y a plus de goudron du tout, et c'est de la piste, ou alors il y a des énormes nids de poules, donc vraiment des marches de 30 cm dans le goudron, quoi, pour aller sur la piste, puis remonter sur le goudron derrière. Ça, on pense en fait que c'est vraiment lié à la saison des pluies aussi, parce que ça ravine beaucoup, il y a énormément de précipitations, même si nous, ça, on le voit pas du tout, parce qu'on est complètement en saison sèche. Et il y a même aussi des passages où il n'y a plus de goudron du tout, et là, c'est juste de la piste, et du coup, ça nous ralentit pas mal à vélo, parce que c'est très caouteux. Alors souvent, les Guinéens nous disent « ça va parce qu'elle est bombée et grattée ». On n'a pas encore très bien compris ce que voulait dire bombé et gratté, mais ça reste de la piste, alors c'est magnifique, mais physiquement ça use un peu plus que du beau goudron très lisse. Et en fait, pour vous situer un peu, typiquement la grosse montée qu'on a faite là dans le Fouta dont on vous parlait tout à l'heure, c'était sur de la piste. Ce que disait Mathieu, ça nous fatigue, et les vélos prennent cher aussi, hein, parce que du coup ils s'encrassent beaucoup plus vite, et ça on le sent. Tiens la main. À droite. Donc en fait, la Guinée, par rapport au Sénégal, c'est là où on a connu vraiment nos premières difficultés physiques, et notamment par le dénivelé et l'état de la route. C'est pas des dénivelés qui sont colossaux, hein. Typiquement, l'altitude la plus haute à laquelle on est allé, c'est 1300 mètres d'altitude à peu près. Mais on a quand même 5 sacoches chacun, et ça pèse ton poids. Donc on a eu des côtes qui nous ont bien fait transpirer. Et ça n'a pas forcément été facile tous les jours, parce que quand on enchaîne plusieurs journées de montée, c'est pas évident. On s'est demandé des fois si on n'allait pas mettre des vélos dans des camions pour passer les côtes, mais finalement on n'en a pas eu besoin. Et donc ça n'a pas été évident tout le temps. Moi je sais que vraiment ça n'a pas été facile ce début dans la grosse montée dans le Fouta Djallon. Et du coup en fait on a un peu rééquilibré les sacoches, j'ai pu donner toute mon eau à Mathieu, et ce que je portais de lourd c'est lui qui l'a porté, j'ai récupéré les trucs plus légers. Personnellement ça a été une vraie difficulté, je suis pas une grande sportive à la base et du coup il a fallu affronter ça, et en plus à ça se conjuguait aussi le manque de confort, mais ça on est habitué.
mais sur une durée plus longue. Parce que d'habitude, en fait, on fait 5 jours de vélo où on est dans les villages, et du coup, c'est douche froide et nuit sous tente. Là, ça a été plus long parce qu'il n'y avait pas d'hôtel et pas moyen, en fait, de s'arrêter, prendre une douche chaude pendant plusieurs jours. Et je sais que la fatigue physique conjuguée à ce manque de confort, bah, ça a été vraiment dur. Et il y a des fois, bah, ça entraînait des grosses baisses de morale, ouais. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que qui dit montée dit paysage magnifique. Et là, on s'est vraiment régalé parce que autant le Sénégal était magnifique mais très plat, donc on n'avait pas tant de points de vue culminants. Là, vraiment, en haut de chaque montée, on voyait toutes les montagnes du Fouta Djallon. Et du coup, pour moi, il n'y a aucun regret parce que ça valait vraiment le coup de faire tous ces efforts pour avoir ces paysages. Et en plus de ça, beaucoup de très belles rencontres, des gens qui étaient vraiment là à nous soutenir et à être aux petits soins le soir. Et ça, c'était très précieux aussi. Le COP marocain, oui, les supporters sont bien entrés dans leur deuxième période. La France qui mène 1-0 ici au stade d'Albait. La tente bédouine géante 1-0. Le but de Théo Hernandez à la 5e minute de jeu. Rassurez-nous, pas de changement dans votre studio. Sofiane Amazian, le titulaire indiscutable, Franck Simon est toujours fidèle au poste. Non mais il est toujours fidèle au poste et déjà prêt à rebondir sur son début. On était donc à Conakry pour Noël et on a eu la chance d'avoir les parents de Mathieu qui sont venus nous rendre visite. Alors ça, c'était un super cadeau de leur part. Et vraiment, moi, ça m'a fait trop de bien de les voir, de passer tous ces moments avec eux. Et donc, on a fêté Noël à Conakry, alors plus précisément sur une île à 2-3 km au large de Conakry. Et ça change vraiment. Moi, j'avais jamais passé Noël à pouvoir se baigner un 24 décembre. Et c'était vraiment un moment super sympa parce que retrouver ses parents, ça faisait quand même passer un moment familial. Et je pense que c'était important pour nous pour les fêtes de Noël. Et puis mes parents avaient amené du saucisson, des friandises, donc on a pu retrouver un peu de France pour fêter Noël. En fait, c'était un moment très chouette, je pense, pour tous les deux. Par contre, c'est vrai que j'avais pas l'impression de vivre Noël. J'avais l'impression de vivre un très beau moment, mais qui ressemble tellement différent du Noël qu'on a l'habitude de vivre en France, que pour moi, c'était pas Noël. C'était un chouette moment en famille, mais ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. On a vu le trajet qu'ont fait Astrid et Mathieu en vélo. C'est pas de la tarte, c'est des routes qui montent, qui descendent, qui sont où il y a quand même de la circulation, où il y a des camions qui sont arrêtés parce qu'ils peuvent pas monter parce que la pente est trop grosse. Il y a des endroits où il y a des nids de poules, quelques endroits bitumés, d'autres où c'est de la latérite qui secoue. C'est vraiment, ça a l'air vraiment difficile, mais c'est des paysages magnifiques. Là, quand même, ça fait 3 mois qu'on est parti. Et pour le coup, même si mes parents sont venus, on ressent vraiment la distance et l'éloignement avec nos proches. Et c'est pas forcément facile tous les jours. Moi, je me rends vraiment compte au quotidien. Bah, c'est vrai que je pense que j'ai jamais été aussi loin de France que pendant ce voyage, pendant aussi longtemps. Et je sens que mes proches me manquent, mes parents, mes frères et sœurs, et puis mes amis aussi, que j'ai pas pu voir pendant toute cette période. Et alors c'est là où vraiment, heureusement qu'il y a Internet et la 4G à peu près partout, parce que pouvoir les avoir au téléphone, ça remonte vraiment bien le moral. Et puis heureusement qu'on est deux dans ce voyage aussi, hein, parce que c'est un des gros points qui aide à tenir sur la durée. Après, on est allé à l'Efita. On a fait une nuit à l'Efita. L'Efita, on a fait banking. On a fait on a vu les marmites de banking. On a fait une nuit là-bas. Après, on s'est levé à 5h du matin. On a fait départ à 6h27. Donc, on est arrivé pour Et donc, avec mes parents, entre Noël et le Nouvel An, on repart en fait, non pas à vélo, puisqu'on a laissé les vélos dans une ville, mais on repart en voiture dans le Fouta Djallon pour faire du tourisme avec eux. En fait, c'était vraiment l'occasion de pouvoir aller plus à l'intérieur des terres, de sortir de la bande de la nationale que nous on parcourt à vélo,
Et là, cette fois, d'aller faire de la randonnée pour aller découvrir les cascades du Fouta. C'est ça, en fait, la Guinée, on en entend très peu parler en France et pas du tout pour des raisons touristiques. Mais il y a quand même des paysages magnifiques et surtout des très très belles cascades. On s'en a mis vraiment plein les yeux. Quelque chose qui a été très chouette aussi pendant ce trek, c'est que, en fait, il était prévu qu'on dorme plusieurs nuits dans des villages, et parfois sous tente. Et en fait, alors là c'était organisé, le village savait qu'on dormirait ici la nuit, on était vraiment catalogués comme des touristes. Mais par contre, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que ça gardait quand même une certaine forme d'authenticité et qu'on a pu vivre un petit peu ce qu'on vit nous au quotidien tous les soirs quand on va dormir chez l'habitant. Et du coup, partager ces moments-là avec Charles et Hélène, les parents de Mathieu, c'était vraiment super sympa parce que ça nous a permis un peu de leur montrer ce que nous on vit au quotidien. Et notamment, on a pu jouer aux cartes avec des enfants du village et ça c'était vraiment hyper drôle. On va vous laisser sur un son qu'on a enregistré pendant qu'on distribuait les cartes, et bah c'était pas de la tarte. Oula. Moi j'en ai que 2 là, toi c'est bon. Alors maintenant, Moi j'en ai 4. Tiens, moi, T'en as 4, comment ça t'en fait 4? 5, c'est bon. Moi j'arrête, c'est Ok, moi fini. il m'en faut 2 encore. moi j'en ai besoin d'une. Oui, il m'en faudrait 2. 2 ici et une ici. Et voilà. Ah voilà. Et moi j'en ai que 4. Là, tu peux les prendre là. Tu peux prendre les cartes. Non. Et moi j'en ai que 4. Attention, on fait pas tomber les cartes. s'il vous plaît. Oh les gars là, Attention hein. faites attention de ne pas laisser tomber les cartes. Les cartes c'est sur la table. Voilà, il est 4h du matin. On est dans la voiture à Conakry, à destination de Mamou, là où sont nos vélos. On part super tôt en fait pour éviter les bouchons à Conakry parce que dès 5h du matin c'est blindé quoi. Et donc là on est parti pour 7-8 heures de trajet pour faire 300 km sur une route bien chaotique pour retourner à Mamou chercher nos vélos. Pour aller de Mamou à Conakry, puis Conakry dans le Fouta, puis retour à Conakry, puis retour à Mamou là où il y avait nos vélos, on a fait tout ça en voiture parce qu'on ne pouvait pas tout faire à vélo. Déjà d'une part, quand les parents de Mathieu étaient là, on n'allait pas s'amuser à faire les grandes distances à vélo avec eux. Et d'autre part, on n'allait pas s'amuser non plus à rentrer dans Conakry, qui est une ville énorme, avec nos petits vélos et se faire écraser par un camion. Et donc on a beaucoup pris la voiture pendant les vacances avec mes parents. Et là vraiment on s'est rendu compte à quel point on était bien sur nos vélos. Parce que on vous a dit tout à l'heure à quel point les routes sont un peu pourries en Guinée. Et autant à vélo, les nids de poules on peut les contourner, mais en voiture c'est pas possible. Et du coup on roule très lentement en se faisant secouer dans tous les sens. Et donc faire tous ces kilomètres en voiture, ça nous a vraiment fait réfléchir à pourquoi au fond on préfère voyager en vélo et pas en voiture, parce que c'est vrai que la voiture, même si c'est inconfortable, ça va quand même beaucoup plus vite que le vélo. Et y a pas mal de raisons à ça. Déjà, la première, c'est que on aime bien le vélo, on trouve ça sympa. La deuxième, c'est que à vélo, on va quand même plus lentement qu'en voiture et ça permet de mieux observer les paysages. Moi, je me suis rendu compte en faisant la route Mamou-Labé qu'on avait déjà fait en fait à vélo, en la refaisant en voiture, qu'on voyait beaucoup moins bien tous les endroits par lesquels on passait, et notamment tous les villages, et parfois certains recoins. Après un virage, on se rend compte qu'il y a une vue magnifique, on prend le temps de s'arrêter, de prendre une photo, ça en voiture on le fera pas. Et puis à vélo, ça permet vraiment de faire des rencontres. Si on voyageait en voiture, en fait on irait sûrement d'hôtel en hôtel, mais on n'oserait pas s'arrêter dans des villages. Alors il y en a peut-être qui le font, mais ça serait peut-être un peu difficile pour nous. Alors qu'à vélo, ça permet vraiment d'aller dans les villages et là de vivre des moments incroyables. Et je trouve que ça nous met un petit peu en difficulté. À vélo, on est plus dépendant des autres. Et c'est en se mettant un petit peu en dépendance des autres qu'on a les plus belles rencontres, puisque c'est là où les gens vont être le plus accueillants et le plus sympa pour nous aider sur la route. Et en fait, on a aussi choisi le vélo pour quand même avancer à un certain rythme, et pas à pied par exemple, parce que ça aurait pu être un choix. Parce que justement, le fait de se mettre à pied, c'est se mettre encore plus en dépendance,
Et nous, on voulait quand même garder une certaine autonomie sur notre itinéraire et nos points d'arrêt pour avoir la latitude de s'arrêter une demi-heure plus tôt ou plus tard sans être contraint plus que ça par le temps. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un voyage comme celui qu'on vit, d'un an à vélo, c'est pas que du positif, que de l'euphorie tous les jours. Forcément, il y a des moments plus difficiles, mais comme dans la vie quotidienne, il y a des hauts et il y a des bas. Et ce qui est important, c'est justement de trouver cet équilibre entre moments difficiles et moments incroyables, et surtout de réussir à profiter de ces moments super, et puis de passer outre les moments plus difficiles. Un truc dont je me suis vraiment rendu compte pendant ce voyage, c'est qu'en fait, le voyage, on l'a préparé, et quand on le prépare, on a les échos des gens qui sont déjà passés par là où on va aller. Parce qu'en fait, les gens nous ont dit beaucoup de choses sur la Guinée, et beaucoup de points négatifs notamment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage, une fois qu'on l'a préparé, on va le vivre, et il y a des choses qui sont vraies. Typiquement, on nous avait dit, l'état des routes en Guinée, vous verrez, c'est la cata. Bon on confirme, l'état des routes en Guinée, c'est la cata. Mais il y a aussi des choses qu'on nous a dit qui sont pas vraies du tout, et pour ça il a fallu aller sur le terrain pour s'en rendre compte. Par exemple, que les gens étaient pas sympas, et ça c'est faux. Nous on a rencontré que des gens vraiment sympas, très accueillants et très ouverts. On nous avait dit aussi que ça serait très compliqué avec la gendarmerie. Alors je pense que c'est parce qu'on est à vélo, ça nous ouvre beaucoup de portes, mais à chaque fois ça s'est bien passé. Mis à part la douane, on a attendu 1h30, mais c'est le seul gros incident qu'on a à reporter quoi. Et une dernière chose, c'est qu'après, une fois qu'on l'a vécu, il faut voir aussi ce qu'on en retient de ces expériences. Parce qu'on nous avait dit, vous verrez, en Guinée, l'hygiène est déplorable. Alors peut-être, c'est vrai, nous on l'a vécu, il y a des choses d'hygiène qu'on ferait pas du tout en France, et sur lesquelles ça va pas. Mais moi ce que j'en retiens aussi, c'est que, par exemple, tous les soirs, à chaque fois qu'on dort dans un village, on nous propose de nous laver, même parfois on nous fait chauffer de l'eau pour qu'on puisse se laver, et ça c'est systématique. C'est la fin de ce podcast. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis de voyager un petit peu avec nous en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Un très très grand merci à François Derrida qui a composé exprès la musique pour vous ravir les oreilles. Si vous voulez soutenir ce podcast, il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est de les écouter, d'en parler autour de vous et surtout de ne pas hésiter à les noter sur vos plateformes d'écoute préférées. Mais aussi et surtout de nous faire des retours en direct, s'il y a quelque chose dont vous avez envie ou pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.